Verizon a présenté un deuxième trimestre 2025 solide et discipliné, se traduisant par un EBITDA ajusté record et une augmentation significative de ses prévisions de free cash flow, d'EBITDA et de bénéfices par action pour l'ensemble de l'année. La performance repose sur une croissance stable des revenus des services sans fil et une gestion rigoureuse des coûts, démontrant la capacité de l'entreprise à générer des résultats financiers robustes malgré un environnement promotionnel intense. Tout en faisant face à un taux de résiliation élevé, Verizon mise sur la qualité de son réseau, sa croissance dans l'Internet fixe et l'acquisition prochaine de frontières pour assurer sa croissance future. Quand on parle d'Internet fixe, c'est essentiellement ici Internet par le biais de la 5G. Ils ont la possibilité de collecter les familles ici par le biais ici de la 5G. Enfin, je pense qu'on a déjà parlé ici. Enfin, je pense que le terme en anglais serait même mieux d'ailleurs, dans tous les cas de figure. Mais bref, donc concernant la question de frontières, c'est juste la continuité de la consolidation dans ce secteur d'activité parce qu'il en restera que trois. Euh, T-Mobile, comment ça s'appelle encore Oui, T-Mobile, AT&T et Verizon. Donc on sera dans un marché d'oligopole ici. Techniquement, ils n'ont pas intérêt à se faire une guerre sur les prix, de manière générale. OK. Donc l'industrie sera de plus en plus disciplinée. Vous vous souvenez de Verizon quand on mentionnait que l'entreprise, enfin, il y a une époque ici dans les médias, c'était l'entreprise allait mourir, machin, parce qu'il y avait le procès concernant ici les trucs à gainage, les machines le télécom à gainage de plomb. Voilà. On est passé à autre chose aujourd'hui. C'est une entreprise qui s'échange aujourd'hui à 44 dollars à l'action. Laissez-moi juste voir, ça fait combien de temps on n'a pas parlé de cette compagnie ici. La dernière mise à jour de Verizon. Verizon, c'est dans je pense que c'est dans le groupe plus Expand, Collapse All. On est plutôt dans Communication Services, Verizon. Presque jamais parlé, Verizon. Bizarre. Attendez, Verizon. Voilà, la dernière vidéo date à peu près de janvier 2024. Bon, ben, ça tombe bien, on va faire la mise à jour aujourd'hui. Alors, on va faire un tour d'horizon, comme d'habitude. Donc, Verizon, ici, et voilà. Donc, première chose que je regarde généralement, c'est la croissance du revenu. Est-ce qu'elle est stable ou croissante? On est à plutôt une stabilité ici. Bon, on peut dire une légère croissance sur les derniers, mais c'est plutôt stable par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Si on prend les 10 dernières années, voilà, c'est pas énorme non plus. Ok, c'est plutôt une entité mature. On le demande pas de faire plus que ça. Ça m'étonnerait de trouver des relais de croissance ici, en tout cas dans son business de prédilection. Alors, par rapport à la marge brute ici, on a une marge brute qui oscille entre 57 et 59%. Ne faites pas attention, c'est juste un effet d'optique ici. De manière générale, la marge brute, elle est stable. Ensuite, marge EBITDA, qui est sous pression à peu près avant. Quand on dit sous pression, on remonte à peu près, sous pression depuis 2022. Bon, on reste à peu près, on se rapproche plus de la moyenne qu'on a connue sur les dernières années ici, donc c'est également une bonne chose. Nombre d'actions ici qui augmente. Ça, je n'aime pas. Enfin, quand je dis augmenter, c'est quand même une augmentation de manière générale. Et l'augmentation ici, il faut se poser les questions, mais c'est pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a de fortes chances que ce soit dû à une acquisition. Donc, on peut soit une acquisition, soit une fusion entre deux entités ici. C'est pour ça que le nombre d'actions augmente. De manière générale, ce que vous devez regarder, vous, en tant qu'actionnaire, c'est également le nombre d'actions. Le bénéfice ici par action, est-ce qu'il a tendance à augmenter ou bien est-ce qu'il a tendance à rester stable? Donc, on voit avant la fusion, on était plutôt ici. Après la fusion, on est plutôt là. Donc, on est plutôt sur une stabilité ici, de manière générale. Quand on regarde les net income, de point de vue volume, on a à peu près 19 milliards par là, également une stabilité. Quand on compare avec les free cash flow, intéressant également à les regarder, on met sur le même graphique, les free cash flow ont tendance à être plus stables et quand on prend les 20 dernières années, c'est une entité qui génère à peu près 15 à 16 milliards par an. Sur les 10 dernières années, c'est à peu près aux alentours de 17 à 18 milliards. Okay. Quand on prend les free cash flow ici attendus sur les prochaines années, 1 plus 3, on s'attend à peu près une vingtaine de milliards. Donc, ça ne prend pas encore en considération l'éventuelle acquisition ici, hein, d'accord, parce que ce n'est pas encore bouclé de manière générale. Mais on a à peu près quelque chose d'assez intéressant au prix actuel. C'est une entité mature qui dégage du cash. C'est une voiture. Maintenant, il faut parler du sujet qui fâche, c'est la dette. On a une dette nette sur EBITDA de 3,1. La dette du point de vue volume, elle semble être énorme parce qu'on n'a pas cet argent dans nos poches. C'est pour ça que ça semble élevé. 171 milliards. Il y a plusieurs raisons par rapport à l'augmentation de cette dette-là. Donc, la plus grosse ici, je pense que c'est
l'achat de permis pour exploiter le réseau 5G, un truc comme ça. Bref, je vous laisse aller voir ça. Ce n'est pas une augmentation de la dette ici parce que l'entreprise voudrait payer des dividendes ou bien racheter des actions, je ne sais pas quoi. Non. Ici, c'est 170 milliards. Disons, voilà, 170 milliards. Et c'est un business qui peut générer entre une vingtaine de milliards par an. Enfin, on pourrait générer une vingtaine de milliards par an si ça se réalise, mais actuellement, c'est aux alentours de 18 milliards. Donc, elle peut repayer la dette nette ici avec les free cash flow en 10 ans. Et le plus important quand on étudie la dette, c'est de voir le taux d'intérêt de la dette en question, le type de dette qu'on a. Est-ce que c'est, comment on appelle ça encore, est-ce que c'est une dette ici à taux fixe ou à taux variable? Est-ce que c'est une dette sécurisée ou non sécurisée? L'échelonnement de la dette dans le temps, le taux d'intérêt sur cette dette-là. Bref, il y a plusieurs questions à poser derrière. Et quels sont les covenants sur la dette en question? On ne va pas revenir dessus. Ceux qui ont accès ceux qui ont accès à la formation concernant les rates, je le rappelle toujours que la façon dont on apprécie la dette par rapport à une rate, vous devez à peu près garder le même principe sur toutes les autres entreprises. Hormis même les banques de manière générale, même si je sais que personne ne lit les bilans des banques, même si c'est la chose qu'il faut d'ailleurs faire, et encore plus sur une bancaire. Bref, nous avons à peu près 170 milliards par an. Donc 170 milliards ici, c'est une entreprise qui peut repayer sa dette nette ici de manière générale, ok, sur 10 ans avec les free cash flow. Maintenant, ce genre de business ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. C'est un business mature, je ne m'attends pas à plus que ça. Payer plus de 15 fois les bénéfices ici, vraiment, il faut... Voilà, bref, c'est 15 fois les bénéfices, ok, moins la dette nette. Maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, c'est un business prévisible. Les services de télécom, on sait à peu près c'est revenus récurrents, etc. Donc, on peut s'attendre à générer aux alentours de 5 dollars par action d'ici 2027. Ça donne à peu près 76 dollars. Si on fait x15, non, attention. Il faut que j'aille vérifier quelque chose ici. Voilà. 15 fois les bénéfices, c'est bien, parfait. Donc, ça fait 76 dollars. 76 dollars moins la dette nette. 76 dollars moins la dette nette. 76 moins 40. 76 moins 40, ça nous donnera à peu près aux alentours de 36 dollars. On se dira que, oh, elle est surévaluée. Non, si vous regardez bien, c'est en dessous de 10 fois les bénéfices. Parce que si elle génère 5 dollars par an, et si vous divisez par 5, ça revient à acheter cette compagnie à 7,2 fois les bénéfices. Je ne crois pas, une entité par exemple ne devrait pas s'échanger à plus de 10 fois, à moins de 10 fois les bénéfices. Ok, ça donne à peu près une cinquantaine de dollars. Donc au prix actuel, c'est très intéressant. Ok, mais ce n'est pas une entité dynamique, c'est une machine à cash, d'accord, qui a les moyens de payer ce dividende-là, racheter des actions. Et puis d'ailleurs, ici, je pense qu'ils devront accélérer, après leur programme de dépenses ici, le rachat d'actions. Au prix actuel, c'est très, très intéressant. Mais en attendant, vous avez 6,35% ici en termes de dividende. Et c'est un dividende qui est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Si on prend une analogie par rapport à une équipe de football, une entité pareille, c'est jouerait en défense. OK? On ne s'entend pas à grand-chose, juste récupérer le cash tous les mois. Et si le marché nous propose, tôt ou tard, le marché finira par s'ajuster si elle continue à dégager ce niveau de cash-là. Rembourser la dette, racheter des actions, c'est la priorité de cette entité. OK? Donc, dans tous les cas de figure, Verizon au prix actuel, je dirais, je mettrai 50 dollars dans ma watchlist. Voilà. Parfait. 1, 2. Bim, badaboum. Et je mets la date d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de cette vidéo-ci. Et pour les autres, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.